Dans une ville universitaire du Nevada, un matin de janvier, une jeune femme disparaît sans laisser de traces. Brianna Azunino Denison, étudiante de 19 ans, se rendait à Reno pour passer quelques jours avec sa famille après un semestre d'études à Santa Barbara. Elle n'avait rien de particulier à redouter. Rien ne présageait que sa vie allait basculer cette nuit-là. Une nuit ordinaire dans la routine festive d'une petite ville universitaire. Après une soirée passée avec ses amis, Brianna choisit de dormir chez sa copine, Katie, comme elle l'avait fait plusieurs fois avant. C'est un geste anodin, un geste qui, ce soir-là, allait la conduire dans l'un des pires cauchemars qu'imaginerait quiconque. Le 19 janvier 2008, après un concert, quelques heures passées au casino et un dernier encas dans un restaurant de Reno, Brianna se dirige vers l'appartement de Katie. Rien ne laisse penser qu'il s'agit du dernier trajet normal qu'elle fera. Vers 4h30 du matin, épuisée, Brianna s'allonge sur le canapé du salon, encore vêtue de son débardeur et de son pantalon de survêtement. Les autres colocataires sont déjà allés dormir, laissant Brianna dans le silence de la nuit. La maison est calme, comme toujours. Un endroit sûr. Elle s'endort rapidement, inconsciente de ce qui va arriver. Le lendemain matin, vers 9h, Katie se réveille, toujours un peu endormie après une soirée agitée. Elle se lève et se dirige naturellement vers le salon, pensant retrouver Brianna sur le canapé, endormie elle aussi, ou déjà en train de boire un café. Mais quelque chose cloche. Le canapé est vide. Pas de trace de Brianna. Les chaussures posées là où elle les avait laissées la veille, son téléphone portable, son sac, tout est encore là. Mais il manque l'essentiel. Brianna n'est nulle part. Katie appelle son amie, espérant qu'elle soit simplement partie sans réveiller personne. Mais son téléphone sonne dans le vide. Elle commence à se demander si quelque chose ne va pas. Elle parcourt la maison, interroge ses colocataires, mais personne n'a rien vu, rien entendu. L'inquiétude monte. Puis, en s'approchant du canapé, Katie aperçoit une tache de sang sur l'oreiller, celui que Brianna utilisait pour dormir. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Tout s'accélère. Elle comprend instantanément que quelque chose de grave est arrivé. Sans perdre une seconde, Katie compose le 911. La voix tremblante, elle explique la situation, et la police arrive immédiatement sur les lieux. Rapidement, les premiers policiers concluent qu'il ne s'agit pas d'une simple disparition, mais d'un enlèvement. Les chaussures de Brianna, laissées là, sa tenue légère en plein hiver, tout cela exclut l'hypothèse d'un départ volontaire. Mais ce qui est le plus terrifiant, c'est la tache de sang. Elle indique clairement qu'elle a été blessée. La maison est sécurisée et les recherches commencent. Les policiers fouillent les lieux, recherchent des traces de l'agresseur, des empreintes, de l'ADN. Une trace biologique est retrouvée sur la poignée de la porte arrière de la maison. C'est la première piste tangible. Le lien se fait alors entre cette scène et d'autres agressions récentes. Mais le mystère demeure. Qui est l'agresseur? Les recherches commencent alors, des centaines de volontaires se mobilisent. L'affaire devient un phénomène dans la petite ville universitaire. Des hélicoptères survolent les bois autour de Reno. Des chiens reniflent les terrains vagues. Mais Brianna reste introuvable. Les autorités lancent un avis de recherche. L'affaire fait les gros titres des journaux. La télévision nationale s'en empare. Les appels affluent, mais aucune piste solide n'émerge. Les jours passent, puis les semaines. L'affaire semble stagner. Les policiers se sentent piégés par un silence glacial et la pression s'intensifie. Le 15 février 2008, plus d'un mois après la disparition de Brianna, un homme nommé Albert Jiménez, un employé d'une société de technologie, marche sur un chemin qu'il emprunte souvent pour couper à travers un parc d'affaires. Ce jour-là, quelque chose attire son attention dans un fossé. Un éclat orange vif. Intrigué, il s'approche
et réalise avec horreur qu'il s'agit d'un corps humain. Il reconnaît les chaussettes fluo, puis voit les pieds. Ce n'est pas un mannequin, c'est un corps, en état de décomposition avancée. Il se précipite alors pour alerter les autorités. Lorsqu'elles arrivent, elles découvrent le corps de la jeune femme. L'identification est rapide, c'est Brianna. L'autopsie confirme que Brianna a été agressée sexuellement avant d'être étranglée avec un vêtement retrouvé à proximité de son corps. Cette découverte marque un tournant dans l'enquête. Ce qui était une disparition inquiétante devient un crime de plus grande envergure. L'enquête prend une nouvelle direction. Brianna n'était pas la première victime de cet agresseur. L'ADN trouvé sur son corps correspond à celui retrouvé sur une poignée de porte dans la maison de Katie. C'est un lien direct avec plusieurs AGR. Mais pour l'instant, l'enquête n'avance toujours pas. Malgré l'importance de cette découverte, le coupable reste introuvable. Et il semble être sur le point de frapper à nouveau. Les semaines passent et l'enquête prend une tournure de plus en plus désespérée. La police de Reno, avec l'aide du FBI, continue de ratisser la ville à la recherche du moindre indice. Mais malgré tous les efforts, aucune piste concrète ne se profile. Les habitants de Reno sont désormais plongés dans une anxiété palpable. Les jeunes femmes se sentent de plus en plus en danger. Les ventes d'armes et de dispositifs de défense personnelle, comme les bombes lacrymogènes, explosent dans la région. Les étudiantes évitent de sortir seules le soir et organisent des rondes entre elles. Un climat de peur s'installe dans la communauté. Tout semble bloqué, comme si l'assassin avait disparu dans l'ombre, indétectable. Puis, fin octobre 2008, un tournant inattendu survient. Un appel anonyme change la donne. Une jeune femme, alarmée par le comportement étrange de son compagnon, appelle le service de signalement anonyme, Sacred Witness. Son petit ami, un certain James Biella, avait récemment fait l'objet de soupçons après que sa compagne ait trouvé des sous-vêtements féminins dans son véhicule. Il avait prétendu les avoir volés dans une laverie automatique, une explication qui semblait louche. Ce n'était pas tout. La compagne de James avait également remarqué qu'il conduisait un pick-up Toyota, un modèle similaire à celui recherché dans le cadre des agressions. Elle n'avait pas vu l'importance de l'élément à l'époque, mais après la diffusion du portrait robot du suspect, elle a mis 2 et 2 ensemble. Et puis, il y avait eu cette étrange fuite du couple vers l'État de Washington, juste après la découverte du corps de Brianna. Les enquêteurs se précipitent sur cette nouvelle piste. James Biella, un homme de 27 ans vivant à Sparks, une petite ville voisine de Reno, est rapidement mis en cause. Il travaille comme tuyauté sur des chantiers de construction, dont certains sont situés sur le campus de l'Université du Nevada. Son accès à des lieux potentiellement isolés, comme ceux où les agressions ont eu lieu, commence à faire sens. De plus, ses comportements récents, son déplacement soudain à Washington et cette histoire de sous-vêtements féminins, tout semble indiquer qu'il pourrait être l'homme qu'il cherche. Le 12 novembre 2008, James est interpellé par les autorités. L'arrestation a lieu devant le centre pour enfants Stepping Stones, alors qu'il vient récupérer son fils. Tout se passe rapidement, mais lorsque James est emmené au commissariat pour être interrogé, il nie catégoriquement toute implication dans les agressions ou le meurtre de Brianna. Il présente un alibi. Il prétend avoir passé la nuit du 19 au 20 janvier 2008 avec sa compagne, Carline. Mais les enquêteurs ne sont pas convaincus. Le fait qu'il refuse de fournir un échantillon de salive pour un test ADN, réclamant un avocat, renforce leurs doutes. Pourquoi refuser un test si on n'a rien à se reprocher? C'est alors qu'une idée ingénieuse germe. Si James refuse de se soumettre au test, peut-être que son fils pourra fournir la clé du puzzle. Carline, la compagne de James, accepte de coopérer. Elle permet aux enquêteurs de prélever un échantillon de salive sur leur petit garçon. Et là, la vérité éclate. L'analyse ADN du garçon révèle une correspondance parfaite avec les traces retrouvées sur les scènes de crime, y compris l'ADN trouvé sur l'oreiller où Brianna avait dormi
est sur la poignée de la porte de la maison de Katie. C'est la pièce manquante. James Biela est bien l'assassin recherché depuis des mois. L'ADN de l'enfant a permis de faire le lien irréfutable entre James et les crimes commis. Le 25 novembre 2008, exactement un an après le début de l'escalade de violence en octobre 2007, James Biela est officiellement arrêté et incarcéré. Son arrestation met fin à des mois d'incertitude pour les familles des victimes. Mais elle ne fait que commencer pour lui. James fait face à des accusations de meurtre avec préméditation, d'enlèvement et d'agressions sexuelles multiples. Le procureur annonce d'emblée qu'il réclamera la peine capitale. Le procès ne saurait tarder, et les enjeux sont immenses. Mais alors, qui est réellement cet homme, ce père de famille apparemment banal, ce mari modèle qui, derrière la façade, cachait un monstre? James a grandi dans un environnement familial tumultueux. Son père alcoolique et violent l'a exposé dès son plus jeune âge à une brutalité qu'il n'a pas su surmonter. En 1981, James voit le jour à Chicago, dans une famille où la violence était quotidienne. Loin de pouvoir compter sur l'exemple de son père, James grandit avec des traumatismes ancrés dans son esprit. Après un déménagement à Reno, il tente de construire une vie plus stable. Il s'engage dans les marines, où il excelle. Mais son exclusion de l'armée, en 2001, pour cause de contrôle positif aux drogues, marque le début de sa chute. C'est à partir de ce moment qu'il laisse libre cours à ses pulsions. Ce que beaucoup appelaient un jeune homme prometteur se transforme peu à peu en un tueur méthodique, capable de mener une double vie. En 2007, tout semblait aller pour le mieux. Il s'installe à Sparks, avec Carlin et leur fils. Mais en secret, James traque ses victimes. Pendant la journée, il est un père et un mari attentionné. La nuit, il devient un prédateur qui rôde sur le campus de l'université, repérant ses cibles parmi les jeunes femmes. Brianna n'était que la dernière d'une longue liste de victimes potentielles. Le 20 janvier 2008, il se glisse dans la maison de Katie, entre par la porte arrière et enlève Brianna, qui dormait paisiblement. Ce qu'il fait ensuite est d'une cruauté implacable. Loin d'être un acte impulsif, c'est une méthode froide et calculée. Il ne laisse rien au hasard. Tout est parfaitement orchestré. Après l'agression, il abandonne le corps sans vergogne, sans se soucier des conséquences. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'enquête finisse par le rattraper. Le 2 juin 2010, après plus d'un an de procès et de délibération, James Biela est finalement condamné à mort par injection létale. La peine capitale est décidée après des semaines de tensions et de témoignages poignants. Le verdict est sans appel. James Biela paiera pour ses crimes, mais au-delà de cette justice individuelle, un changement de fond va s'opérer dans la société américaine. La loi Brianna, votée en 2013, impose que l'ADN de toute personne arrêtée pour un crime soit automatiquement enregistré. Une réforme législative majeure, inspirée directement par l'affaire Biela. En fin de compte, cette tragédie a non seulement permis de traduire un tueur en justice, mais elle a aussi contribué à renforcer les outils de prévention et de répression des crimes similaires. Voilà, l'histoire se termine ici pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo et voulez soutenir l'enquête sur d'autres affaires obscures, écrivez « Justice » dans les commentaires pour montrer que vous êtes avec nous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle affaire.